tous, je suis ravie de vous retrouver. On a du beau soleil pour ce 1er avril et de bonnes nouvelles pour les consommateurs en Côte d'Ivoire. Le prix des carburants est en baisse et ce n'est pas un poisson d'avril. À compter de ce mardi, le litre du super sans-plomb baisse de 20 francs CFA et le gazoil de 15 francs CFA. Le détail de cette annonce à suivre dans ce journal. La rentrée académique à l'Institut national de formation judiciaire. Les 4 écoles de l'Institut d'excellence rouvrent leurs portes à 667 élèves pour la formation au métier des professions judiciaires à l'issue de sessions d'admission au concours sélectif. Et puis l'actualité internationale également au menu de ce journal avec la relation bilatérale qui est relancée entre l'Algérie et la France après plus de 6 mois de crise entre Alger et Paris. Les présidents Emmanuel Macron et Abdelhadid Tebboune ont convenu de donner une nouvelle dimension, ambition également à cette relation après un échange téléphonique. Et le chef de l'État de Côte d'Ivoire est de retour à Abidjan depuis hier après un séjour en France. Alassane Ouattara a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président de la République, Thiemoko Méliès-Koné, et des membres du gouvernement ivoirien. Des prix du carburant en baisse, une légère baisse en Côte d'Ivoire. À compter de ce 1er avril, le litre de super sans-plomb est réduit de 20 francs CFA, passant à 875 francs CFA, de 875 à 855 francs CFA, tandis que celui du gazoil diminue de 15 francs CFA, passant de 715 francs CFA à 700 francs CFA. Cette révision tarifaire a été annoncée dans une note du ministère des Mines et du pétrole et de l'énergie. Ces nouveaux prix seront appliqués sur l'ensemble du territoire ivoirien jusqu'au 30 avril 2025. Passons à l'actualité. Défilés sociaux productifs en Côte d'Ivoire. Dans la ville de Bongouanou, les bénéficiaires partagent leur expérience en présence de la ministre Belmondo Dogo, dont le ministère est chargé de cette lutte contre la pauvreté. Avec 36 000 francs reçus par trimestre, ils réussissent à réaliser des activités génératrices de revenus, suivant leurs témoignages enregistrés par Michel Mambo-Sogodogo. Un partage d'expérience qui aura permis à la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté de noter les bonnes pratiques, mais également les difficultés rencontrées par les bénéficiaires des filets sociaux productifs dans le département de Bongouanou. Avec ce programme, nous pouvons lever la tête haute au marché. Parce qu'aujourd'hui, si on a une urgence, on sait qu'on peut régler cette urgence. Grâce à filets sociaux, et avec l'ADEC qu'on a créé, aujourd'hui je suis propriétaire de maison. De bons points, oui, mais également quelques échecs enregistrés. Sortir de la pauvreté avec peu, c'est possible. Miss Belmondo Dogo insiste donc sur la formation, la panacée selon elle pour réussir le pari. C'est la formation qui accompagne. On ne peut pas faire le transfert monétaire sans la formation. Ce serait juste donner de l'argent. Mais en réalité, les filets sociaux, c'est vrai, c'est donner de l'argent, mais c'est aussi l'inclusion financière qui permet à nos mamans d'apprendre la gestion familiale, apprendre à gérer une activité de revenus, mais surtout apprendre à gérer avec le peu. Bonne nouvelle, à l'issue de la rencontre, 700 ménages vulnérables de la ville de Bongouanou intègrent le programme. C'est un programme qui a commencé en 2017. Aujourd'hui, nous sommes à 457 000 ménages bénéficiaires. Nous sommes à 77% de réussite. Ce qui veut dire que nous avons plus de 20% qui ont connu des échecs. Mais l'avantage est que c'est sur 3 ans. Donc sur la première année, le ménage a essayé l'activité génératrice de revenus, ça n'a pas marché. Il a 2 ans encore pour pouvoir se retrouver. Et pour encourager les bonnes pratiques, la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, a visité quelques modèles de réussite. Le programme de filets sociaux véritablement productif en Côte d'Ivoire. Et pour lutter contre la pauvreté, on lutte également contre la vie chère. Et dans le Béquet, la recette, c'est de pratiquer, donc d'ouvrir des marchés de proximité du vivrier. Un marché est ouvert dans le département de Botro, un marché construit par le projet d'appui à la collecte et à la mise en marché des produits vivriers. Boubacar Silla et Kader Sogodogo rapportent l'inauguration de cette plateforme de vente directe. On regarde.
Par ce geste hautement symbolique, Jacques Assaouré Kounan, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, procède à l'inauguration du marché de gros du vivrier de Diabo dans le département de Botro. Cette cérémonie marque également le lancement des activités de 3 marchés de gros du vivrier dans le district autonome de la vallée du Banama. Dénommé marché de proximité du vivrier, ces infrastructures sont réalisées dans le cadre du projet d'appui à la collecte des produits vivriers, une initiative du ministère du Commerce et de l'Industrie, objectif lutter contre la cherté de la vie. Cette initiative répond à une nécessité, renforcer l'accès aux produits vivriers et dynamiser le commerce local. Le marché que nous inaugurons est un véritable cœur économique et social pour nos populations. Ce sera un espace d'échange et de convivialité qui permettra de renforcer la cohésion sociale. Représentant le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra Souba, à cette cérémonie, le directeur général de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers au CPV explique le bien fondé de l'implantation du projet de marché de proximité dans plusieurs districts autonomes du pays. Les marchés de produits vivriers seront approvisionnés de façon équitable grâce à l'interconnexion des marchés de proximité qui échangent des informations relatives aux disponibilités et aux prix à travers le système d'information mis en place. La gestion du marché de gros du vivrier à Diabo est assurée par un comité intervillageois de commercialisation de vivriers, composé de l'OCPV, des producteurs, des commerçants. Le marché est construit sur une superficie de 1 hectare avec un hangar, un magasin, 2 bureaux équipés et des toilettes. Il est doté de 6 camions de 5 tonnes, 9 tricycles et 14 motos. Et nous partons à présent dans la ville de Yamoussoukro où les 4 écoles de l'Institut national de formation judiciaire rouvrent leurs portes pour la rentrée académique 2025-2026. Et pour cette année 2025-2026, 667 élèves seront formés au métier des professions judiciaires à l'issue de leur admission au concours sélectif dans cet institut d'excellence. Kader Sogodogo nous en dit davantage. 667 étudiants répartis dans les écoles de la magistrature, des greffes, du personnel pénitentiaire, du personnel judiciaire, de l'enfance et de la jeunesse intègrent l'Institut national de formation judiciaire INFEJ basé à Yamoussoukro. Une cérémonie de rentrée solennelle est initiée à cet effet. Un cadre idéal pour dresser le bilan de l'année écoulée et dégager les perspectives. Je voudrais vous engager donc à prendre très au sérieux les différentes étapes de la formation. Être des élèves assidus, studieux et sérieux, animés d'un ardent désir d'apprendre, à cultiver l'habitude de faire des recherches, à interroger les formateurs. À l'INFEJ, des avancées notables sont à signaler. Le premier événement est l'entrée en formation à l'école de la magistrature de 79 élèves. Il s'agit là d'un niveau de recrutement jamais atteint en une seule année dans toute l'histoire de la magistrature ivoirienne. Le deuxième événement, c'est la démultiplication des classes de formation à laquelle nous allons procéder au cours de cette année. Le troisième événement majeur est que l'année académique 2025-2026 s'ouvre avec le 20e anniversaire de la création de notre institut. Intelligence artificielle, défis et opportunités. C'est le thème de la conférence tenue en marge de cette rentrée solennelle à l'Institut national de formation judiciaire INFEJ. Au micro, Pélagie Tewa, professeur titulaire de droit public. À présent dans la ville de Bouaké où les stations du CNRA sont menacées d'occupation illégale par les populations riveraines. À ce jour, 21% du patrimoine foncier est perdu au profit des lotissements ou même de l'agriculture. Le gouvernement est engagé sur les actions de sécurisation du foncier du CNRA et des stratégies de préservation des terres restantes sont proposées suivant ce reportage de Soro Corona. Le patrimoine foncier du Centre national de recherche agronomique CNRA est fortement agressé. Ces sites de recherche et d'expérimentation sont utilisés
illégalement pour l'agriculture et morcelés pour des lotissements par des populations riveraines. Avec une superficie de 27 000 hectares recensés en 1998 à sa création, il n'en reste que 21 000 aujourd'hui, soit 21% de perte. Pour mettre fin à cette situation et surtout protéger durablement le patrimoine foncier, le gouvernement a pris l'engagement de restaurer les terres du CNRA. La 125e session du conseil d'administration du CNRA est consacrée à la restitution d'une étude sur la sécurisation foncière. Cette approche devrait permettre au conseil d'administration de répondre efficacement à la problématique liée au statut de ces terres ainsi qu'à leur sécurisation. À Bouaké, la direction générale et le conseil d'administration du CNRA mettent en place une stratégie de récupération. L'idée, c'était d'abord de faire l'état des lieux de ce patrimoine-là, après toutes les agressions et autres, où est-ce qu'on en est, et puis sur cette base-là, voir comment procéder pour sécuriser de manière définitive ces infrastructures. Face à cette situation plus qu'alarmante, plusieurs recommandations sont formulées. L'établissement des titres de propriété au titre de l'État pour le compte du CNRA. Deuxièmement, il y a la sécurisation physique du patrimoine. Et troisièmement, la sécurisation spatiale avec le drone pour surveiller tous ceux qui rentrent dans le patrimoine foncier du CNRA. Le Centre de recherche agronomique travaille à l'accroissement durable de la production et de la productivité dans les domaines agricoles et agro-industriels par la recherche sur les productions végétales, animales, forestières et par l'adaptation des innovations technologiques en milieu rural. Dans un autre secteur, voyons comment le label genre est mis au cœur d'une politique managériale. Et partons pour cela à la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, où les femmes ont une place importante. Elles jouent un rôle majeur dans la vie de l'entreprise. Et la direction générale de cette entreprise, donc de la CNPS, fait la promotion du genre au quotidien et participe donc à l'épanouissement de ces femmes. La CNPS, cette institution de prévoyance sociale, se préoccupe même de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. On voit comment cela se fait avec Serge Coléa. À la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, les femmes sont mises en avant pour leur participation à la bonne santé de l'institution, mais aussi pour leur rôle de mère. À l'occasion de cette rencontre à l'auditorium de l'Institut, employés et membres de la direction générale ouvre le débat sur la conciliation de la carrière et la réussite éducative des enfants. Le fait que vous ayez une activité, que vous ayez une raison de vous lever le matin, ça vous permet aussi non seulement de les nourrir, d'avoir des moyens aussi pour pouvoir les éduquer plus tard. Donc ce que je peux dire, c'est vraiment qu'aucune femme ne se ferme les portes parce que c'est possible. À travers ces échanges, l'institution réaffirme son engagement pour un environnement de travail plus équitable. Il n'y a pas de discrimination de genre à la CNPS. La preuve, la CNPS est certifiée genre. Alors si elles ne sont pas épanouies, si elles n'ont pas tout ce qu'il faut pour connaître vraiment un bon épanouissement, l'entreprise ne pourra pas se développer. À ce jour, les femmes représentent 50% de l'effectif des agents de la CNPS. Un quota équitable du personnel qui traduit la volonté de faire de l'entreprise un modèle d'égalité professionnelle en Côte d'Ivoire. Et quand les femmes sont épanouies dans le milieu professionnel et familial, elles sont une solution pour leur environnement. L'exemple avec le caucus des femmes de Côte d'Ivoire pour la paix qui apporte son soutien aux personnes vivant avec le VIH-Sida. Des vivres et du matériel ont été remis au centre de prise en charge, de recherche et de formation dans la commune de Yopougon. Une action sociale qui ouvre la voie à un partenariat entre les deux parties. Le point de Amakadi Kone et Didier Nguessa. Un geste de solidarité en faveur des personnes vivant avec le VIH-Sida. Le caucus des femmes de Côte d'Ivoire rend visite au centre de prise en charge, de recherche et de formation CEPREF. Conduite par sa présidente Mariam Traoré, la délégation a remis plusieurs dons destinés aux patients et au personnel du centre. Les personnes vivant avec le VIH, ce sont des personnes comme nous. Ils viennent de nos familles et ce sont nos parents qui sont les médecins qui sont ici. Il était normal que le caucus des femmes de Côte d'Ivoire pour la paix vienne leur rendre visite par ces temps de carême chrétien et carême musulman.
Donc nous sommes venus donner un peu de joie. Avec ce geste de solidarité, cette association soutient les personnes vulnérables et contribue à l'amélioration de la prise en charge des patients vivant avec le VIH-Sida. Les mots me manquent pour assumer cette reconnaissance. Nous leur disons un grand merci. Merci au nom d'Aconda. Merci au nom du conseil d'administration. Au-delà du don, cette visite était l'occasion de poser les bases d'une future collaboration entre les deux structures. Le Caucus des femmes de Côte d'Ivoire et le CEPREF envisagent la signature d'une convention pour renforcer les capacités du centre, tant en matériel qu'en ressources humaines. Et pour toutes les femmes, le plancher pelvien joue un rôle important dans le soutien des organes du petit bassin. Un centre de kinésithérapie et de réadaptation dans le district d'Abidjan sensibilise et aide les femmes à la rééducation de cet ensemble de muscles pour un mieux-être. Juliette Ouéa. Le périnée ou plancher pelvien est un ensemble de muscles qui ferment le bas du bassin chez la femme. Cependant, certains facteurs, dont l'obésité, la constipation chronique, les naissances de gros bébés et le vieillissement, peuvent altérer cet organe. J'ai contracté une grossesse jeune. Pendant la grossesse, en 6e mois de grossesse, j'ai eu un décollement de mon col. Mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et à ma 4e grossesse, le col a lâché complètement. Pour sensibiliser les femmes à la santé du périnée, le centre de kinésithérapie et de réadaptation de la commune de Yopougon organise une campagne en ce mois dédié aux droits de la femme. Il y a beaucoup de patientes qui cachent cette anomalie-là. Donc nous avons choisi ce thème-là pour attirer l'attention au ministère de la Santé pour que vraiment ils aient un regard sur ce problème qui est un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Le centre a été créé depuis 2014. Les cas réels que j'ai pu avoir au niveau du centre, que j'ai traité, qui ont été référés même par des médecins gynécologues, je dis 4 femmes. Chez la femme, avoir un problème de périnée relâché est fréquent. Il convient de consulter un spécialiste de santé dès l'apparition des premiers symptômes, notamment les fuites urinaires occasionnelles ou autres sensations de pesanteur pelvienne. Une bonne santé pelvienne, source d'épanouissement pour les femmes. Intéressons-nous à un sujet particulier, l'amour à distance, l'amour à l'épreuve, souvent de kilomètres, loin des yeux, près du cœur, on l'entend dire souvent, mais cela est aussi entaché de plusieurs défis, des défis qui mettent à rude épreuve souvent l'amour, ce sentiment partagé par deux êtres. De plus en plus de couples vivent leur relation à distance, un défi quotidien où l'amour se conjugue avec patience, confiance, mais aussi technologie en cette ère donc du 21e siècle. L'amour n'a pas de frontières, dit-on. Vous verrez dans ce reportage le témoignage de personnes qui vivent cette réalité avec ses joies et ses peines. Et c'est avec Sidonie Davila. À des milliers de kilomètres, l'amour, suspendu à un appel. La voix de Madame Diomandé résonne à l'autre bout du fil. Il me manque, je manque aux enfants. Nous t'entendons. Ok. Enza Diomandé, mère de Duala dans le département de Séguéla, vit depuis 7 ans un amour à distance. Son épouse et ses enfants sont au Canada. Nous avons immigré ensemble avec les enfants parce que le village a eu besoin de moi dans le cadre des élections municipales. Voilà. Donc je fais la navette. Valentin et Félicité, plus jeunes, ont franchi le pas du mariage en décembre 2024, après 8 ans de relations à distance. Leur amour se construit entre Abangourou et Paris. La distance ne me cause pas de problème parce que voilà, dans la vie, il faut prendre des décisions. Hein. Quand tu veux quelque chose, il faut t'engager. Sinon, au début, ça me faisait un peu peur, mais après, bon, ça passe quoi. À Abidjan, dans la commune d'Abobo, Dame Soro, tout en beauté, attend impatiemment l'arrivée de son époux, souvent absent pour des raisons professionnelles. Pour moi-même, vraiment, j'étais fatiguée de me promener. Parce que quand il est quelque part, il ne dure pas, on l'amène à une... Bon, les enfants aussi grandissaient, chaque fois, changer d'école. Vraiment, c'était épuisant. C'est pourquoi moi-même, j'ai finalement choisi de rester. Quand il n'a pas le temps de venir, moi-même, je viens là-bas. Une situation
à laquelle les enfants se sont habitués. Et ils travaillent, c'est pour nous aussi. C'est pour mettre la famille à l'abri du besoin. Donc, nous avons pris notre mal en patience. 4 garçons, un défi en l'absence du père. Tout comme cette maman, ces couples à des milliers de kilomètres font face à des obstacles. Les enfants, c'est difficile, mais on fait avec. J'ai pris beaucoup pour mon foyer. Nous sommes en Afrique, hein. Voilà, nos parents, dans les débuts, vont dire non, mais est-ce qu'elle ne va pas se prendre quelqu'un là-bas? Tu perds ton temps. Mais après, c'est à nous maintenant d'essayer de leur faire comprendre qu'en amour, il n'y a pas de frontières. Si l'adage dit que l'amour n'a pas de frontières, il impose néanmoins des sacrifices. Certains s'en sortent renforcés, d'autres s'y brisent. Maria en est la preuve. Les 6000 kilomètres entre la France et la Côte d'Ivoire ont eu raison de sa relation. On n'avait plus la même façon de voir les choses. Et puis, la façon d'aborder les problèmes. Donc, ce n'était plus ça. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que c'était un idéal qui ne pouvait plus nous correspondre, en fait. Ce qui a été douloureux, c'est d'avoir cru. On a dépensé de l'espoir, mais on continue de croire à l'amour. Communication, confiance, retrouvailles, éphémères, l'amour sans frontières exige des efforts constants. La communication est vraiment la base de tout. Donc avant de commencer, il faut s'entendre sur ces différences-là. Quand on vit ensemble en Europe et tout, il y a des sujets qui ne sont pas tabous pour nous. Donc il faudrait pouvoir mettre tous ces sujets-là sur la table. Et puis à ce moment-là, quand il y a une bonne communication, je pense qu'on peut relever tous les défis. L'amour, loin des yeux, près du cœur, reste une aventure complexe et imprévisible. Malgré les efforts, la distance crée des manques. Et pour combler ce vide, Inza Diomandé a dû se résoudre à trouver une compagne sur place. 2 fois, je suis tombé malade, il n'y avait personne. Ce sont les voisins qui ont dû venir m'emmener à l'hôpital. Une deuxième fois, c'était une visiteuse qui était venue me voir, qui a dû m'envoyer à la pharmacie. À la suite de ces 2 incidents, je dis, j'aime ma femme, je respecte ma femme, mais je ne vais pas mourir. Je leur dis, il me faut quelqu'un à côté. Les différentes expériences de ces couples, réussis ou non, offrent des conseils précieux. Quand on veut faire vraiment un foyer, on peut. C'est de ne rien entendre, de ne rien voir. Là, on peut tenir un foyer de nos jours. La fidélité est un point essentiel dans une relation à distance. Et si je dois donner un conseil à mes amis ou aux personnes qui vivent une relation à distance, soyez sûr de votre conjoint ou de votre conjointe, parce que quand il n'y a pas de confiance en l'amour, sincèrement dit, l'amour se casse. L'amour peut-il survivre à des milliers de kilomètres? À chacun son histoire. Une chose est sûre, aimer malgré la distance est un acte de foi, un engagement que seuls les plus résilients parviennent à honorer. Et voilà, après ces Je t'aime à distance, partons à 405 km d'Abidjan pour un festival culturel de la région du Gontougo, le festival Sakraboutou. Il célèbre les victoires des anciens, donc des ancêtres guerriers qui ont sauvé Bondoukou de l'occupation d'ennemis venus d'ailleurs. Une célébration que raconte Herman Yamia. Habillés de vêtements de combat ancestraux, les visages badigeonnés de noir, ces guerriers font leur entrée sur la place de l'Imamso au son des chants guerriers. Ils célèbrent le Sakraboutou, une danse traditionnelle qui exalte les victoires accomplies dans le passé par leurs ancêtres de Bondoukou. C'est une danse de rugissance, c'est une danse guerrière. Ça se passe une seule fois dans l'année, c'est unique. On essaie de se remémorer dans la nostalgie de nos aïeux. On peut retenir la longue bataille que nos aïeux ont eu à mener. Parce que loin d'être une danse, c'est d'abord des guerres qu'ils ont menées. Et c'est à la suite de ces guerres-là, avec les victoires qu'ils ont eues, qu'on a généré cette danse et on a été accueillis par la population de Bondoukou. Comme à chaque célébration du Sakraboutou, les populations sont sorties massivement pour participer à ce festival qui a lieu chaque année dans l'après-midi pendant les festivités de fin du Ramadan. Franchement, c'est intéressant de voir la famille, même pendant les 10 ans des sonneries. Bon, ça fait du bien de voir toute la famille. Les valeurs que l'on peut tirer du festival Sakraboutou sont des valeurs touristiques, traditionnelles, de cohésion sociale et de paix
qui existent entre les différents peuples. Ce que nous comptons faire, c'est de chercher à sécuriser cette danse guerrière, prendre attache avec le ministère de la Culture et de la Francophonie et même chercher à ce que l'UNESCO puisse pérenniser cette danse-là dans le patrimoine national. L'histoire du Sakraboutou et sa commémoration, selon les sachants, interviennent après la bataille des bords du Mango où des guerriers, communément appelés en malinké Donsoden, voulant prendre en étau les Donzo Ouattara de Bondoukou, ont perdu contre le loyalisme des combattants musulmans. Et avec donc cette danse exécutée à la faveur du festival de Sakraboutou, on a aussi le Zaouli au cœur du prochain Abidjan, capitale du jazz. Un festival qui mettra donc en émoi notre Zaouli, héritage et facteur de cohésion. Jean-Marc Djadji nous parle du lancement de cette 3e édition. On regarde. Le Zaouli a l'honneur au festival Abidjan, capitale du jazz. L'édition 2025, promue par l'artiste musicien Oswald Kwame, se fixe comme objectif de promouvoir à l'international le Zaouli, rythme traditionnel ivoirien classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Cela avec des activités dans la ville de Boisflé, berceau culturel du Zaouli. Ce sera l'initiative Jazz in the Street pour apporter, démocratiser un peu le jazz, l'apporter aux populations. Notre thème parle du Zaouli et donc nous voulons aller voir déjà ceux qui sont les porteurs même de ce Zaouli-là. Soutenu par le bureau Abidjan de l'UNESCO, le ministère de la Culture et de la Francophonie, Epiphane Zoro, cette plateforme dédiée au jazz fera la part belle à des activités diverses portant sur la promotion du jazz et du patrimoine ivoirien. Des ateliers musicaux, des formations de jeunes talents à la musique jazz. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir autour d'une table avec des experts, discuter, proposer des solutions et bien entendu accompagner le processus de promotion et de pérennisation de cette œuvre. L'UNESCO a reconnu le jazz comme une musique internationale. Donc nous avons les mêmes objectifs, la promotion de ce genre musical-là. Et la spécificité de ces festivals nous réconforte un peu plus, c'est envoyer le jazz vers les communautés. Du 4 au 12 avril prochain, plusieurs musiciens venus du monde entier, notamment de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Zimbabwe et du Ghana, feront rayonner Abidjan comme une capitale incontournable du jazz en Afrique. C'est ce qui fait rayonner la Côte d'Ivoire sur le continent africain. C'est cette CAN des U17 qui se tient depuis le 30 mars au Maroc. La Côte d'Ivoire entre dans la compétition aujourd'hui. Les Éléphantos se retrouveront face à la Centrafrique ce soir à 20h pour la première journée du groupe D pour la CAN des U17. Une rencontre donc qui sera disputée au stade de Bereshid au Maroc à 20h heure locale. Et si vous posez la question s'il y a une vie après le sport, eh bien oui, notre champion national de taekwondo, Cissé Cheikh Salah Junior, nous le démontre bien. Et le médaillé de bronze des Jeux Olympiques de Paris a décroché samedi 15 mars dernier un master en business administration à l'école de commerce de Lyon, confirmant ainsi son engagement à préparer son après-carrière. Le détail avec nous, Sangaré. Malgré les contraintes liées aux entraînements pour se préparer aux différentes compétitions, Cissé Cheikh Salah Junior accorde du temps pour ses études. Inscrit à l'école de commerce de Lyon, il décroche avec brio son MBA en stratégie de développement d'entreprise. J'aimerais dédier ce diplôme à son Excellence, M. Alassane Ouattara, chef d'État de la République de Côte d'Ivoire. Qui non seulement m'a permis de réaliser mon rêve sportif, mais aussi mon rêve académique. Je crois sincèrement que le succès ne se mesure pas seulement par les médailles ou les diplômes, mais aussi par notre capacité à inspirer les autres. Cheikh Salah souhaite que son parcours inspire plus d'un et que la jeunesse sportive comprenne qu'on peut allier sport et études pourvu de savoir ce qu'on veut. Et voilà une belle inspiration. Partons dans l'actualité internationale. La relation bilatérale est relancée entre l'Algérie et la France après plus de 6 mois de crise entre Alger et Paris. Les présidents français et algériens annoncent dans un communiqué conjoint s'être entretenus
par téléphone après donc un long échange franc, amical. Selon Emmanuel Macron, le communiqué ne mentionne pas cependant le Sahara occidental qui est à l'origine de cette crise. Et Paris et Alger affichent leur volonté de reprendre la coopération, un début de la désescalade diplomatique qui annonce le soutien de la France à l'Algérie dans sa renégociation des accords d'association avec l'Union européenne. Autre point majeur à retenir, celle de la reprise sans délai des travaux de la commission mixte des historiens qui travaillent sur la conquête coloniale de la France en Algérie et la probabilité d'une prochaine libération de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, détenu en Algérie depuis novembre dernier. Il est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État et a été condamné à 5 ans de prison jeudi dernier. C'est la fin de ce journal que nous avons pris grand plaisir à vous présenter. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour une prochaine édition demain à 13h. Bel après-midi sur RTI 1.